Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga avec quand même pas mal de choses intéressantes. Mais juste avant de débuter la vidéo, j'aimerais vous faire passer une petite info très prochainement sur la chaîne. Le samedi après celui-ci, on aura un nouvel épisode de la Mangatech des abonnés. Donc si vous voulez m'envoyer tout ça, c'est sur l'adresse mail indigo.manga@gmail.com. Tant qu'on y est, j'en profite pour vous dire que j'ai recommencé à être actif sur mon compte Instagram après quasiment un an d'inactivité. Donc je vous mettrai des posts de temps en temps de ce que je lis, de mes vlogs à Paris. Et là, je m'avance pas trop, mais c'est très probable des concours où je vous ferai gagner des mangas. En tout cas, je vous laisse le lien dans la description pour ceux qui seraient intéressés de me suivre et on attaque sans plus tarder avec la vidéo achat manga. Et on va tout d'abord commencer comme à chaque fois avec les services presse que j'ai reçus des éditions Pika et je les remercie comme à chaque fois. J'ai reçu tout d'abord le troisième et dernier volume du light novel Bakemonogatari. Maintenant, je possède enfin l'intégrale du premier arc et j'en ai un peu profité pour débuter tout ça, comme vous l'avez sans doute vu sur Instagram. Et honnêtement, j'ai lu le manga, j'ai regardé l'animé, j'ai lu le light novel et les trois se ressemblent énormément. Pour moi qui ai vraiment pas l'habitude de lire des romans, je me suis vraiment pris dans l'histoire. Alors moi je conseillerais de lire le light novel une fois qu'on a lu le manga ou regarder l'animé, mais le commencer comme ça pourrait être quand même un peu déboussolant. Les couvertures sont très très belles mais elles ont été dessinées après. Au début les illustrations ressemblaient plus ou moins à ça. Moi étant un énorme fan de la série, c'est logique que je possède le manga plus le light novel, mais franchement si vous préférez les mangas, allez juste lire le manga, surtout que c'est hyper bien dessiné, c'est plutôt bien raconté. Si vous préférez les romans, allez lire le light novel, et si vous avez adoré l'un des deux, allez découvrir l'autre, mais ils sont pas indispensables l'un à l'autre. Donc ce tome-ci annonce la fin du premier arc de la série Monogatari, sachant que au Japon il y a énormément de saisons, et t'as les éditions Pika Roman qui ont annoncé l'arrivée de la préquelle Kizumonogatari pour septembre ou novembre, donc j'attends ça avec impatience. Ensuite, et ça fait une bonne transition, j'ai reçu le volume 7 cette fois-ci du manga Bakemonogatari avec une magnifique couverture. Toutes les couvertures de la série sont magnifiques et comme pour quasiment chaque tome, on a le droit à une couverture réversible. Un énorme coup de cœur pour celle-ci. Je vais mettre la couverture réversible. J'ai toujours du mal à le plier. Il n'y a rien à dire, c'est juste parfait. Je dois le dire quand même assez souvent et je pense que j'ai influencé pas mal d'entre vous à débuter la série, mais j'adore le manga Bakemonogatari. Sans mâcher mes mots, et là forcément ça va dépendre un peu des goûts de tous à chacun, ça doit être la meilleure adaptation de light novel animé que j'ai lu. C'est drôle, c'est original, c'est dynamique, c'est léger, c'est vraiment excellemment bien dessiné. Je vous montre quelques planches et voilà pour ceux qui seraient un peu fans de Ishi, mais c'est vraiment minime dans le manga. Je dis pas que c'est le manga parfait non plus, c'est juste que ça correspond bien à mes goûts, mais il y a des défauts à l'intérieur, comme par exemple le fait que il y a des dialogues, il y a des explications, tu te dis en fait ça n'a pas grand sens. Pour vous dire, il y a 2-3 jours de ça, j'ai relu les tomes 4 et 5 pour me refaire un peu un avis dessus et vraiment j'ai adoré, j'ai jamais pris autant de plaisir à lire un manga aussi long parce que il y a énormément de texte. Je vous laisse voir, mais là c'est un peu pour la blague, mais en moyenne on a quand même beaucoup de bulles de discussion. Je vais pas juger la qualité du scénario parce que pour moi il est très très bon, mais il y a des scènes, je lis, je reviens en arrière parce que j'ai pas compris, je relis et je suis obligé de revenir en arrière parce que j'ai du mal à cerner le truc. C'est sans doute ce que l'auteur a voulu montrer, mais à certains moments, on sent que c'est quand même un peu fouillis dans les explications. Ensuite, j'ai reçu le volume 6 de la collector de l'Atelier des Sorciers, la couverture exclusive avec le carnet de croquis derrière. Là, c'est assez drôle, oui et non, parce que j'ai reçu le tome 6 collector, mais j'ai acheté le tome 6 en édition classique. Et rien que pour la couverture exclusive, je ne regrette en rien d'avoir acheté les 5 premiers tomes de la collector. Ouvrons tout ça pour voir un peu le contenu à l'intérieur. Je vous montre déjà la jaquette recto, puis le verso, et du coup ce carnet de croquis qui en main est drôlement stylé. J'aime vraiment beaucoup, ça doit se voir à la caméra, mais c'est cartonné tout le long. Quand il est fermé, ça se voit quand même bien. Je sens que la reliure est très très fragile. Si je l'ouvre un peu plus que ça, j'ai l'impression qu'il va casser. Les croquis au début ont plutôt une bonne finition. On remarque les taches de crayon de gomme qu'il y avait sur le croquis original. Et par la suite, comme vous pouvez le voir, ça varie quand même un peu grandement. En vrai, j'ai pris le temps de feuilleter un peu tout ça et la plupart des croquis sont vraiment bien faits. Concernant le manga L'Atelier des Sorciers, vu que j'ai acheté les collectors, j'ai commencé un peu à lire la série et je comprends pourquoi il a été élu le meilleur dessin à la Japan Expo en 2019 ou en 2018. C'est vraiment bien dessiné. Est-ce que mieux que Bakemonogatari? Je ne pense pas, mais il y a un style plus prononcé qui se dégage. Ça doit bien se remarquer ici dans la manière dont il dessine ses personnages et son paysage. Mais il n'y a pas que ça, parce que certaines fois la mise en page rend vraiment très artistique. Moi c'est celle-là qui a particulièrement attiré mon attention. Comme je vous l'ai dit, j'ai un peu commencé à lire. En fait j'ai lu les 2 premiers volumes et le seul truc qui me pose problème, en fait il y a 2 choses. C'est premièrement,
t'as les camarades de la personnage principale, moi qui me casse un peu la tête au début, mais je pense que ça va s'améliorer par la suite, enfin je l'espère. Et la deuxième chose qui me dérange un peu, et ça je suis pas sûr que ça s'améliore par la suite, j'ai l'impression que les personnages sont trop jeunes. En fait, ils font trop enfantin. Il y a bien une histoire, une trame principale qui est écrite, mais j'ai l'impression que ça va être des enfants de 12-13 ans qui vont sauver le monde. Personnellement, de ce que j'ai lu pour l'instant, je peux que vous inviter à découvrir l'œuvre parce que ça vaut clairement le coup d'œil. Et avec le manga L'Atelier des Sorciers, j'ai aussi reçu un pins. Je vous laisse voir ça, mais c'est quand même un assez gros pins. Vous allez sans doute trouver ça un peu drôle, mais à l'époque, j'avais acheté une sacoche animée que voici. Je mets mon pins L'Atelier des Sorciers dessus, et peut-être que je le prendrai avec moi en convention. Je sais pas ça rend comment. Ah franchement, c'est plutôt stylé. Je le porte jamais, mais on sera d'accord que ça fait quand même vachement otaku. Ensuite, le tome 5 de Kanta Kagimotokin. Alors, j'ai pas grand chose à dire dessus. J'ai lu que les 3 premiers que j'ai plutôt bien aimés. Donc, j'attends que ça avance un peu avant de reprendre. J'ai reçu ensuite le 38e tome de Seven Deadly Sins. Et vous devez savoir que j'ai énormément de retard dans la série. Mais vu que ça va bientôt se terminer, je vais sans doute les reprendre. Le 2e volume de Drifting Dragon. Alors, ça, j'ai lu le tome 1, j'ai bien aimé. Mais je suis quand même resté assez mitigé dessus. Parce que je trouve que les personnages ont une relation quand même assez particulière avec les dragons. Pour vous résumer un peu le truc, on est dans un monde où t'as des navires volants qui chassent des dragons volants. On dirait que le personnage principal les vénère, mais justement parce qu'il les vénère, il les tue et il les mange. C'est très très bizarre. J'attends de lire ce tome 2 parce que peut-être qu'on va en apprendre un peu plus. Mais en tout cas, sur le dessin, moi je trouve ça vraiment bon. C'est un style tout particulier. Pour bien vous montrer, je vous laisse voir une scène au tout début du tome 2 où il procède au dépeçage d'un dragon. J'espère que ce 2e volume va nous permettre d'en apprendre un peu plus sur les personnages. Et pour les 3 prochains mangas, ce sera un peu un mix entre des mangas que j'ai achetés et que j'ai reçus avec les tomes 13 et 14 de Yuna de la pension Yuragi. J'ai acheté le 13, j'ai reçu le 14. En plus, actuellement, je suis en train de lire le manga et ce que j'en pense, moi j'aime plutôt bien, mais c'est très léger à lire. Pour l'instant, j'ai l'impression que sur 10 chapitres lus, t'en as seulement 3 qui font vraiment avancer l'histoire. Les 7 autres, c'est un peu à la Tool of Wu, il se passe pas grand chose, c'est du slice of life, c'est du ecchi, mais sur la trame principale, ça ne sert à rien. Sur le tome 13, on sent que ça va être plus du slice of life, alors que le 14, c'est la bagarre. Moi, ça me gêne pas tant que ça, parce que c'est un peu ce que je recherche, mais je pense que ça peut quand même dérouter certaines personnes, surtout que, pour ceux qui ne le savent pas, Yuna de la pension Yuragi, ça vient de se finir au Japon. Si je me trompe pas, ça fait dans les eaux de 23-24 tomes, et pour ce genre de série, je peux vous garantir que c'est quand même beaucoup. Ensuite, un très grand classique qui fait actuellement beaucoup parler de lui, j'ai acheté les volumes 28 et 29 de l'Attaque des Titans, et les éditions Pika m'ont envoyé le 30e. Pour l'instant, comme vous vous en doutez sans doute, j'ai les 30 premiers volumes de la série et c'est sûr qu'à la fin du manga, j'aurai l'intégrale, mais c'est moins sûr que je les lise. Je vais garder le manga parce que on sera à peu près tous d'accord, c'est un peu un chef-d'œuvre. C'est très probable que je termine l'animé puis que je lise le manga ensuite pour me refaire toute l'histoire. J'ai acheté les 4 premiers volumes de Fairy Tail, la quête de 100 ans, et j'ai reçu le 5e tome. Je vais vous raconter un peu ce qui s'était passé. Alors à l'époque, à la sortie du tome 1 de Fairy Tail, la quête de 100 ans, je me suis dit ça doit être un spin-off de Fairy Tail comme il y en a 3-4 déjà édités chez Pika. Je prends le manga dans le rayon, je commence à lire, j'aime bien et je me dis attends, le style graphique ressemble énormément à Hiro Mashima. Il fait 2 mangas en même temps parce qu'il avait commencé Eden Zero et je me rends compte que c'est dessiné par Atsuo Ueda. Je suppose que c'est doit être un de ses anciens assistants. Je repose le manga et j'apprends par la suite que en fait ça c'est la suite directe de Fairy Tail. Sachant que je n'ai pas encore terminé Fairy Tail, en fait je suis même loin de l'avoir fini vu comment la série est longue. Est-ce que j'attaque Fairy Tail, la quête de 100 ans? C'est un peu comme les gens qui lisent Boruto sans avoir vraiment lu Naruto. De ce que j'ai lu, ça m'avait l'air d'être une bonne suite, donc je les prends, je les garde de côté le temps de lire le Fairy Tail classique. Et le dernier manga que j'ai reçu des éditions Pika, et là c'était quand même un peu un drame, c'est le 3e volume de The Quintessential Quintuplet. Vous voyez un peu ce qui pose problème, c'est je l'ai reçu abîmé. T'as le facteur qui me passe 2 enveloppes et je vois que sur l'une des deux il y a une déchirure avec un bout de papier qui sort. Donc au début je me pose pas trop de questions et je me rends compte ensuite que ce bout de papier c'était cette partie de la couverture. Et le pire c'est que c'est pas des enveloppes classiques, elles ont une double couche avec du papier bulle, donc pour le déchirer faut quand même y aller. À part ça, comme je le dis à chaque fois, c'est un peu comme Bakemonogatari, The Quintessential Quintuplet, c'est l'un des meilleurs mangas de romance qui sort actuellement. Après ça va dépendre un peu des goûts, si vous voulez des choses un peu plus sérieuses, on a Love X Dilemma, Blue Flag, mais dans un style quand même un peu plus léger, c'est vraiment excellent. À partir de maintenant, c'est que des mangas que j'ai achetés. On va tout d'abord commencer avec une licence que j'avais déjà présentée dans l'ancienne vidéo, les volumes 4, 5 et 6 de Shine, et je me suis repris le tome 1, plutôt j'ai échangé le tome 1 parce que avant, sous la couverture, il y avait un volume 6,
mais là c'est bien le premier tome. Les couvertures font toujours leur petit effet. Je vais pas trop m'avancer non plus parce que actuellement j'ai même pas terminé le premier volume, mais de ce que j'ai lu, pour l'instant j'ai bien aimé. Déjà ça traite un sujet qui est vraiment pas courant, le mannequinat et le stylisme, et le truc c'est que ça ressemble un peu à Arte dans la manière dont c'est abordé. Un lycéen qui est trop pauvre pour accéder aux études supérieures et une fille qui est trop petite parce que je crois qu'elle fait 1m58 pour devenir mannequin. Vraiment je comprends pourquoi certaines personnes se sont arrêtées au tome 1 parce que ça vise un public quand même assez précis, parce que le thème du mannequinat est quand même très très présent, mais aussi c'est pas aussi prenant que ça en a l'air. Faut que je continue la série pour me faire un avis un peu plus précis, mais pour l'instant à aucun moment, même sur les scènes qui se veulent marquantes, je me suis dit ça c'est stylé, ça me donne envie de suivre l'histoire. Par exemple, cette scène, ils te sortent une réplique quand même assez stylée, mais j'ai pas frissonné derrière parce que, je sais pas, il devait y avoir un petit problème de mise en scène, de comment l'histoire amenait tout ça. Donc, peut-être que ça s'améliore par la suite. En tout cas, j'ai beaucoup d'espoir en la série. J'ai enfin complété la série Mary Nightmare avec les 2 derniers volumes sortis en France, le 19 et le 20. Faut savoir qu'au Japon, ils sont déjà au 23, donc on a quand même un peu de retard. J'avais stoppé la lecture vers les tomes 13-14 et ça m'avait laissé quand même un arrière-goût de mitigé parce qu'on sent qu'il introduit trop de personnages, ça tire en longueur, le scénario avance pas trop, mais j'ai quand même acheté les volumes 19-20 déjà pour compléter la série, mais quand même pour lui laisser une chance parce que peut-être que ça va se rattraper par la suite. Ça avait quand même plutôt bien commencé, j'espère que ça se termine bien. Ensuite, une série qui est surtout connue pour son adaptation animée, et quand on voit le manga, on comprend un peu pourquoi. C'est L'Ère des Cristaux, et je me suis acheté les volumes 7, 8 et 9. J'ai trouvé l'adaptation juste excellente, mais quand tu découvres pour la première fois le manga, t'as du mal déjà à reconnaître les personnages. Je pense que ça se voit pas mal, les couvertures sont vraiment belles et il y a un effet de paillettes dessus. Je vous laisse constater par vous-même, mais le dessin est vraiment très particulier. Vous comprenez maintenant un peu pourquoi on a du mal à différencier les personnages. Sur les couvertures encore ça va, il y a de la couleur. Par contre dans le manga, ça devient littéralement juste le bordel. Ça doit être l'un des seuls mangas récents qui, à cause de son style graphique, je le lis pas encore. Après ça, je me suis pris les volumes 32, 33 et 34 de Food Wars qui va se terminer en 36 volumes, donc il m'en reste plus que 2 à acheter. Je vous cache pas que je suis quand même assez sceptique ici parce que Food Wars actuellement j'en suis au tome 33, donc bientôt à la fin, et en lisant ce tome-ci je me suis dit comment en 3 volumes il boucle l'histoire. Je sais pas comment ça se termine, je suppose que l'auteur a réussi à faire une fin plus ou moins convenable, mais j'ai l'impression qu'on va sentir que c'est tiré par les cheveux. En plus après c'est pas le cœur de l'histoire, mais j'ai l'impression qu'en 33 tomes il n'y a pas tant de choses qu'ils ont évolué sur le plan émotionnel que ça. Ils ont amélioré leur skill, mais en soi leur relation, il n'y a pas de romance qui s'est créée. Après Food Wars on ne lit pas ça pour la romance, mais j'aurais quand même aimé voir de la romance. Je pense qu'avant que le 36e et dernier volume sorte en France, je vais me refaire toute la série parce que c'est quand même un manga coup de cœur, même si la fin... J'attends de voir ça. Et le dernier manga de la vidéo aux éditions Doki Doki, c'est le tome 2 de Why Nobody Remember My World. J'étais un peu sceptique à la lecture du tome 1, surtout qui te laisse sur un gros cliffhanger de fin avec l'apparition du méga méchant, ou d'un méga méchant en tout cas, le fameux monstre qui apparaît à la fin du tome 1, et toujours sa tenue qui me pose problème parce qu'on voit son nombril. En fait, il a le ventre à l'air. Pour vous résumer le truc très simplement, le monde où il vivait a été réécrit comme quoi c'est les démons qui avaient gagné la Grande Guerre. Du coup, les démons dominent un peu le monde. De ce que j'ai lu du tome 1, c'était principalement de l'introduction. Il se passait pas tant de choses que ça, il y avait des infos intéressantes, mais on n'était pas encore dans le gros du scénario. Là, ça va sans doute devenir vraiment intéressant et j'attends de voir un peu ce que ça vaut. Désolé si ça spoil un peu, mais quand j'ai vu cette scène là d'un cliché, ça m'a fait quand même mourir de rire. L'attaque des fameux tentacules, en tout cas, on pourra pas lui retirer que c'est plutôt bien dessiné. La vidéo se termine ici, j'espère qu'elle t'a plu, c'est le cas vraiment, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si t'as quelque chose à dire, je te dis à la prochaine, salut.